nous sommes de retour. J'ai dit, la première fois que je l'ai rencontrée, je me suis dit, ah, mais c'est tout elle ici. Et je m'attendais à voir une personne un peu, enfin, qui a du charisme, mais c'est un tout petit bout de femme qui est là et qui arrive à en supporter sur ses frêles épaules. Bonsoir et bienvenue sur Douala. Bonsoir Aline et merci de m'accueillir sur vos plateaux. Oui, bah, c'est un plaisir de vous avoir. Le plaisir est partagé. Ici, ça n'a pas été évident, mais on a pu vous avoir. Merci aussi à M. Abel Fosso. Hein. Il sait pourquoi il est pour beaucoup dans la production de ce programme ce soir. Alors, Lucille est avec nous sur Douala ce soir. C'est une femme qui porte en elle beaucoup de blessures, mais qui ne laisse pas forcément les voir. Alors, on va fouiller dans ce qui est triste. Oui, on va y aller. On va y aller parce qu'on a choisi de le faire ce soir. Oui. Alors, tout débute quand vous avez 6 ans, vous êtes encore enfant. Oui. Par ce cousin, voilà, qui vous fait subir des attouchements sexuels. D'abord, en début. Oui. D'abord, au début, j'allais à l'école maternelle. Il était chargé de m'accompagner à l'école chaque matin. Il avait été fourni des voies de locomotion, mais sauf qu'il avait choisi de m'accompagner souvent à pied en passant par ce qu'on appelle chez nous le Sissongo, donc par des raccourcis. Et effectivement, à un moment, il me disait « descends, fais pipi ». Et quand je faisais pipi, il regardait. C'était gênant parce que au départ, ma mère nous disait que les garçons ne devaient pas nous regarder. Donc j'étais gênée. Et puis progressivement, il s'est mis à toucher souvent de temps en temps. Et alors je voulais plus aller avec lui à l'école, mais sauf qu'à la maison, on ne comprenait pas mes pleurs chaque matin. Et on ne comprenait pas, je ne m'exprimais pas encore vraiment, j'étais qu'un enfant, même si le souvenir reste frais. Bon, et puis arrive ce jour où à la maison, il y a une réunion où il y avait tellement de monde, où j'étais allée dans les toilettes pour me laver. Et puis il est arrivé et c'est là que s'est passé mon premier viol vraiment. Et c'est pas facile surtout parce que la personne est vivante et c'est un membre de famille que je connais bien. C'est un cousin sa maison est juste à côté de notre maison au village. Et vous avez dit à maman? Oui, et que je revois tout le temps, chaque fois que je vais au village, depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui. Oui. Et quand ça s'est passé, quelle a été votre réaction ce jour? Vous aviez quel âge? J'avais 6 ans. Non, le jour du premier viol. Oui, j'avais 6 ans. Donc 6 ans. C'était la même année. 6 ans? Oui, j'avais 6 ans. J'ai le souvenir comme si c'était hier. Oui, j'avais 6 ans et puis bon là j'ai couru parce que j'avais crié, il a fui parce qu'un voisin apparemment était alerté, il a fui. Et j'ai couru, je suis entrée à la maison, je suis allée vers ma mère qui accueillait les femmes de sa réunion, qui m'a juste dit d'aller dans la chambre parce que je pleurais et j'avais pas pu parler. Et puis je suis allée dans la chambre, mais je pense que la grande sœur du violeur a remarqué quelque chose qui n'allait pas, m'a suivi dans la chambre et m'a posé quelques questions et elle m'a demandé si elle pouvait regarder. Moi, je lui ai dit oui. En fait, c'était pour moi une manière de prouver que je voulais dire quelque chose qui était vrai. Et parce que là, on ne me croyait pas. Et parce qu'on croyait que je voulais pas aller me laver. Mais en réalité, j'avais déjà un problème. Et qui a regardé et qui m'a embrassé tendrement et qui m'a dit, bon voilà, confie-toi à moi, dis-moi toujours, je ne vais plus jamais t'abandonner, on ne te fera plus jamais de mal tant que je suis ici. Et puis on a attendu, on est resté là à attendre que la réunion soit terminée. Bon, après, je ne sais plus trop qu'est-ce qui s'est passé, mais je me souviens que le lendemain, je me suis réveillée le matin, j'ai vu qu'on était en train de faire partir mon cousin de la maison. J'estime à cette époque-là que ma tante a mis mes parents au courant et que là, ils ont accepté, ils ont cru, ils ont décidé qu'ils partent. Et après, ça n'a pas été ça n'a pas été évident de vivre avec la blessure de ce qu'il y a plusieurs qui ne croyaient pas en votre version. Oui, il y a plusieurs qui ne croyaient pas. Il y a plusieurs qui ne croyaient pas et on pensait, je parle par exemple de l'école, donc on pensait que je ne voulais pas aller à l'école et on me répétait ça tout le temps, que je n'aime pas l'école, mais en réalité, je n'arrivais pas à mettre les mots sur ce que je subissais. Je n'y arrivais pas encore à cette époque-là. D'accord. Et puis c'est passé comme ça. Et puis, ça n'a pas été tout, puisque malheureusement encore, il y a eu récidive. Cette fois-là, c'était
au sortir d'une fête d'école. Oui, là c'est quand je suis adolescente. Je suis adolescente, j'ai 16 ans et demi. J'ai 16 ans et demi et là c'est un camarade de classe qui me viole. À l'époque, on avait pour habitude d'aller pendant les veilles des fêtes nationales faire une sorte de soirée culturelle. Et j'étais dans le groupe des ballets. Donc avec ma cousine, on a exécuté notre ballet. Bon, étant donné qu'on n'était pas intéressé par la fête après et tout, on a choisi de rentrer. Et là, il nous avait été tendu une embuscade. 3 garçons sont sortis de on ne sait pas où, qui nous ont interceptés, qui nous ont violentés. Maintenant, il y a ce camarade de classe là qui a surgi, je ne sais pas d'où aussi, et qui vient en sauveur là, qui lui a laissé là, et puis qui me dit bon tiens voilà, allons chez moi, je prends la torche et puis je te raccompagne chez toi. Bon, je me sentais protégée et je connaissais la personne, donc j'ai fait confiance, on est parti. Mais en fait, c'est lui qui allait me violer. En fait, une fois chez lui, c'est lui qui m'a violée. Oui. Et ça a réveillé ce que vous aviez déjà. Ça a réveillé les anciennes blessures que j'avais enfouies, c'est-à-dire qu'elles n'étaient pas parties, mais j'avais pu vivre quand même sans plus vraiment trop penser à ça. Mais là, tout est revenu à la surface. D'accord. Ensuite, vous avez été, mais on ne dira pas qui l'a fait, hein, puisque pour regarder pour le moment l'anonymat. Vous avez justement été en couple, vous avez malheureusement ou heureusement, parce qu'il y a eu peut-être des moments de bonheur, vous avez été en couple justement avec ce monsieur qui en 2000, vous avez fait une découverte en 2000. Non, vous n'avez pas fait la découverte en 2000, donc en 2000 vous êtes tombé malade. Oui. Et puis, il y a une confusion dans le diagnostic. Oui. En tout cas, ce qu'on vous a laissé croire. Ce qu'on m'a laissé croire. En 2000, je travaille à Douala. C'était mon premier job parce que je sortais de formation d'hôtellerie. Et puis, je tombe malade. Je commence à avoir mal, une douleur lombaire, donc mal au dos qui descend vers les pieds. À un moment, je ne marchais plus vraiment. Je traînais le pied. Ça n'allait pas. Je boitais. Et puis, mon employeur de l'époque, lui, je peux citer le nom, monsieur P, parce que je lui en suis très reconnaissante, qui m'amène à l'hôpital général de Douala. On fait des examens, on fait les scanners, on fait tout ce qu'on a pu faire. Et puis, on ne se rendait pas, on ne comprenait rien. Mais puis, ma maman, ma tante, qui m'a élevée, chez qui j'habitais à l'époque, m'a amené chez un autre médecin. À lui, je vais quand même taire le nom. Qui a une catastrophe. Oui, qui a déduit. Parce qu'il y a 1 an avant, j'avais fait une chute qui a déduit que c'était un problème de nerf sciatique, qui était lié à un nerf sciatique, et puis il m'a prescrit des traitements pour soigner le nerf sciatique. Mais plus je prenais des médicaments, plus ma santé se détériorait. Mes parents ont dû m'évacuer à Yaoundé, où on m'a confié à un neurochirurgien qui devait m'opérer du nerf sciatique. Et ce jeune homme, c'était Dr Mokolo, de l'hôpital central de Yaoundé à l'époque. Qui m'a dit non, il ne va pas m'opérer parce que j'étais jeune et si ça ne marchait pas, je serais paralysée à vie, alors il ne va pas m'opérer, mais il me prescrit d'autres examens supplémentaires et il me réexamine. Bon là, après le lendemain, quand les examens arrivent, il s'avère que c'est le nerf, le rein droit qui était aplati, qui était touché, donc j'avais un calcul rénal en fait. J'avais un calcul rénal, mais là on ne sait pas encore qu'est-ce qui a causé le calcul rénal. Et il m'a remis sur pied et puis j'ai recommencé à travailler. Mais cette fois, Yaoundé, je ne suis pas revenue sur Douala. Voilà. Bon, plus tard, après, pendant que j'étais malade, là, moi, j'avais demandé à... Mais par contre, il avait donné... Enfin, vos résultats étaient sortis, mais ces résultats avaient été expliqués à des membres de votre famille. C'est-à-dire, c'est moi qui ai demandé aux médecins parce que ça n'allait vraiment pas. Et puis, avant, j'avais l'habitude de faire le test du VIH, de dépistage, mais que j'ai passé 2 ans sans le faire. J'estimais que comme j'étais seule, ça veut dire que je n'avais pas un problème. Je n'avais pas pris de risque en fait. Et puis il m'a dit oui, on a fait les prélèvements et tout. Et puis à l'époque, on ne mettait pas positif ou négatif, donc c'était une série de chiffres qui devaient être interprétés par le médecin prescripteur. Alors il est revenu. Je lui ai demandé c'est comment. Il m'a dit non, il n'y a rien, il faut juste prendre les traitements que je t'ai donnés, ça va te remonter et tout. Mais au sortir de là, il a vu mon père, mon feu père, mon feu grand frère. Il leur a dit que c'était ça, j'étais positive au VIH. En fait, il a dit j'avais le sida. Mais que si on lui donnait 100 000 francs, il pouvait me soigner. Voilà. Et vu que je me relevais, mon père a vu comment je me relevais, mon père a douté de lui.
Mon père a dit non, ce médecin il nous ment, parce que si c'était le sida, il serait mort, puisque le sida tue. Parce qu'à l'époque, quand on avait le sida, c'était la mort. Mon père a dit non, c'est pas vrai, puisque je me levais, j'allais au travail et tout. Mon père a estimé que c'était faux. Et ça s'est passé. Il s'est passé 5 ans avant que je découvre que réellement j'étais positive en 2000. C'est-à-dire c'est en 2005. Et c'est parce que j'ai fait une belle rencontre amoureuse et que j'exige au jeune homme, parce que c'était un étranger, quelqu'un qui venait d'ailleurs, qui arrivait pour travailler au Cameroun, on correspondait. Oui. Voilà. Alors je lui exige qu'on fasse des tests si on devait se mettre en ménage. Et puis on s'en va à l'hôpital ensemble, on fait des examens. Il savait que tous les deux nous sommes positifs au VIH. Mais sauf que j'étais positif à 25%, et lui il était positif à 8%. Donc c'était clair que il y a quand même quelqu'un qui a contaminé l'autre. Voilà, bon, heureusement pour lui, il ne m'a pas abandonné, il m'a accompagné, mais sauf que la relation avait pris un coup. Et puis. Surtout que vous ne saviez pas. Je ne savais pas. Au départ, il pensait que je l'avais piégé. Mais c'est avec le temps, parce qu'on a dû aller dans le cabinet de ce médecin de l'époque, où on a fouillé les archives, où on a trouvé mon résultat. Et le médecin présent nous a dit non, mais à l'époque, toi, j'étais déjà positif, mais sauf que lui n'avait rien. Bon, ça l'a rassuré, et puis il s'est un peu occupé de moi. Après, il est retourné dans son pays, parce qu'il avait été déçu. Voilà. Et alors, à ce moment, il y a eu, je veux dire qu'il y a eu un moment de calme dans votre vie, puisque vous deviez vivre désormais avec ça. Vous vous êtes fait une raison. Je ne m'étais pas fait une raison sur le coup. J'ai dû être accompagnée. J'ai rencontré une dame qui faisait ses témoignages sur CATV, qui s'appelait Gisèle, qui était étudiante. J'avais pris son numéro un jour, comme ça par hasard, et puis j'avais noté quelque part, juste par curiosité. J'avais noté, je ne sais pas trop pourquoi. Et puis ce jour-là, je me suis souvenu que j'avais ce numéro. Et puis j'ai fouillé, j'ai retrouvé, je l'ai appelée un matin, elle m'a dit de venir au campus. Je suis allée la voir. En fait, c'est elle qui me redonne la force de penser que ce n'était pas une fatalité. Et que je devais pouvoir vivre avec désormais. Et qui m'a orientée vers un hôpital où on pouvait me prendre en charge. Et tout, donc c'est comme ça que quand on arrive à l'hôpital, on a accueilli, il y a toute une équipe qui est mise en place pour t'accompagner du début jusqu'au traitement, c'est-à-dire il y a le counseling, il y a des conseils, il y a des témoignages, c'est-à-dire tu vois quelqu'un qui était pire que toi et qui est bien, alors ça t'encourage. Et puis elle m'avait orientée vers une association aussi qui m'a beaucoup soutenue à l'époque. Et puis, mais en 2009, vous faites un AVC. Oui. Vous avez encore quelques petites séquelles au visage. Un petit handicap. Oui, en 2009, je travaille. Je suis indépendante, j'ai fait mon petit service traiteur, j'ai acheté du matériel. J'ai pris un crédit chez Pagère U. J'ai pris un crédit pour acheter du matériel parce que j'étais fatiguée de louer et puis je ne gagnais pas vraiment quelque chose. Alors j'ai acheté du matériel et puis il y a une amie qui a porté ce matériel comme quoi il faut que je l'aide parce qu'elle a une cérémonie chez elle et puis elle revenait, elle va me donner quelque chose pour le nettoyage et qui a disparu avec. Alors c'est un effet de couleur. Je pense que c'était la goutte d'eau parce que j'avais déjà des signes que j'ignorais. C'est après que je sais que c'était ça. J'avais déjà des problèmes. Et notons que le VIH par lui-même est un vecteur de tension, d'hypertension, d'hypo, parce que ça touche beaucoup de nerfs. Et puis le traitement aussi était lourd à l'époque. C'est pas les traitements maintenant sont améliorés, mais à l'époque c'était vraiment, tu avais 5 comprimés à boire matin et soir. C'était compliqué. Et là je me suis mise en colère contre elle et puis là j'ai été bloquée. Après je me suis écroulée. Combien de temps de rémission? Oui. Quand je suis revenue à moi, j'étais à l'hôpital général et tout. Et puis j'ai dit, j'avais mal au nerf. On me dit, non, c'est pas les nerfs, tu as fait un AVC. Donc maintenant, désormais, tu t'énerves pas, tu manges pas ceci, tu ne fais pas ci, tu fais des exercices et puis tu apprends à vivre positivement. Alors, pour apprendre à vivre positivement, vous vous êtes dit, c'est peut-être mieux que je retourne avec mon ancien amour et vous êtes remise en couple avec celui avec qui vous pensiez terminer vos jours. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, voilà, quelqu'un qui vient encore une fois comme un sauveur. C'est-à-dire, c'est mon premier amour, le père de mon fils, et qui était parti il y a 13 ans. Et puis, il n'y avait pas de contact entre nous. Et puis après, il revient.
Il me dit, bon voilà, on a un destin lié, il faut qu'on soit ensemble. En fait, ce qui me passe par la tête, c'est la stabilité. J'avais besoin d'être stable quelque part, parce que quand on a certains problèmes de santé, pour avoir une relation stable, c'est compliqué. C'est compliqué. Et puis après, il y a le regard des autres. Bon, c'est vrai, le jeune homme, le garçon peut t'accepter, mais après, la famille est derrière. Est-ce que sa famille va t'accepter? Après, ça devient vraiment hyper compliqué. Bon, maintenant, avec lui, c'est une famille que je connais, c'est ça. Voilà. Donc, je me dis, bon, voilà, lui, c'est le bon. Ok, j'accepte, je pardonne. Et puis, j'accepte, et puis, je l'épouse. Mais sauf que vous vous rendez compte que, enfin, vous découvrez un visage, lui, c'est le mot horrible. Oui, c'est le mot. Parce que non seulement vous deviez regarder des films pour adultes, pour l'attendre, et pratiquer ce que vous avez vu, et entre la drogue, parce que si on vous donne de l'alcool à boire, c'est obscène, c'est horrible. Oui. Voilà, quand j'arrive dans la maison, parce qu'on était dans une autre ville, quand j'arrive, il m'est soumis de choisir une chambre dans la maison. Alors, je demande aux enfants qui étaient là, bon, attends, la chambre de vos parents, c'était où? On me la montre et on me montre les autres chambres. Alors, je choisis cette chambre-là, parce qu'elle est la chambre principale quand même, elle me met plus à l'aise. Mais pendant que je fais le ménage, je découvre des CD, des vidéos pornographiques, moi je vais dire ce mot-là. Et maintenant, je dis, mais attends, qu'est-ce que ceci fait là? Et puis les enfants me disent, non, attends, ça c'est ce que papa a apporté à maman pour qu'elle regarde, pour qu'après ils vont faire ce qu'on a vu. Ça c'est maman qui nous l'avait dit avant de mourir. Je dis, ah, donc tiens, je vais brûler ça. Et j'avais brûlé. Mais sauf que le fait que j'ai brûlé avait créé une grande tension. La toute première tension, c'était ça, c'est que quand il a cherché ses CD, il n'a pas vu. Et puis moi, j'ai dit naïvement, ben, j'ai dit, ah, tiens, je les ai brûlés parce que c'est pas nécessaire. C'était à la portée des enfants. C'était à la portée des enfants. Et là, il a racheté un stock. Il a racheté un stock parce que c'est quelqu'un qui était toujours hors du foyer, donc il revenait une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, une fois par mois. Alors quand il venait, avant d'arriver, il me disait, bon voilà, prends tel CD, puis tu regardes, et puis bah, je ne veux pas d'excuses, hein, parce que ça, c'est vraiment ce que... il faut être soumise, hein, parce que ça, c'est ce qu'il faut. Mais sauf que ce que je regardais ne câblait pas avec moi, ça n'allait pas. Vous dégoûtez, oui. C'était... Bon, alors je lui ai dit, bon, moi je ne suis pas d'accord, je n'étais pas d'accord, je ne pouvais pas. Ce n'était pas dans mes valeurs en plus. Je ne peux pas. Et puis il m'a dit, bon, tiens, ça va que... quand j'irai chercher ça ailleurs, alors ne te plains pas. Ne t'en plains pas. Si je vais voir ailleurs, ne t'en plains pas. Donc, il m'avait déjà mis ça en tête. Mais sauf que, à la longue, plus tard, compte tenu de mon refus, la violence s'installait. Ça a commencé, c'était verbal. C'était doux au départ, c'est-à-dire, me faire ce que je veux pas. C'est-à-dire, bon, on va faire un tour dehors, on va s'asseoir quelque part, on prend pour ça. Ça, c'est normal pour un couple. Mais sauf que là-bas, je revenais étant ivre. Et puis, je ne me souvenais pas de ce qui s'est passé. Et puis, après, le lendemain, je me rendais compte que j'ai été touchée. J'ai été touchée, je n'ai pas été d'accord, je ne sais même pas qu'est-ce qui s'est passé. Puis, bon, ça s'est passé comme ça pendant quelques temps. Jusqu'à un moment où, quand je refusais, c'était vraiment violent, c'est-à-dire j'étais ligotée, j'étais bâillonnée, puisque je criais de temps en temps. Alors il fallait me bâillonner, il fallait me ligoter pour que... Enfin, j'ai dit, quand on a bagarré toute la nuit et puis j'étais affaiblie et que j'étais finie, alors là, c'était le bon moment pour lui. Là, il me ligotait simplement, il me bâillonnait et puis il faisait ce qu'il voulait. Et quand je me plaignais, il me disait, non, j'étais épousée, j'étais dotée, donc j'ai le droit de faire de ton corps ce que je veux. Et sauf qu'une fois, vous avez dû être admise aux urgences parce que vous saignez abondamment, parce que vous aviez eu le rectum déchiré. Oui, j'avais eu des fissures. Et il le savait. Et puis même parfois, parce qu'il n'était plus... Parce que généralement, quand il le faisait, le matin, il partait, disparaissait. Il partait, il faisait même 2 semaines ou 1 semaine. Alors, je lui ai envoyé des SMS pour lui dire, ben, tiens, ça ne va pas. Je vais vraiment mal. Et j'avais pas d'argent. Je vais mal, je vais pas bien et tout. Il me dit, mais que si tu vas mal, va à l'hôpital. Et puis bon. Et puis un jour, il est arrivé. J'avais pris froid. Il m'a demandé pourquoi je veux le drap pour me couvrir. J'ai dit que j'ai froid. Il m'a dit, mais attends, quand tu sais que tu as froid, c'est que ça ne va pas. Mais va à l'hôpital. Donc j'ai dû voir la bailleresse qui m'a donné 5 000 francs. Et je suis allée à l'hôpital. J'étais seule. Je suis allée seule à l'hôpital. Bon, à l'hôpital, on m'a dit d'attendre que le médecin
titulaire arrive. C'était un colonel. Et puis, il est arrivé. On m'a fait aller dans son bureau. Il m'a dit, bon, ok, madame, il faut me dire tout ce qui se passe parce que là, c'est pas le premier cas qui vient de chez vous. Il faut que tu me dises vraiment, ouvre-toi. Moi, je suis professionnelle et je suis un homme de loi. Donc, il faut me parler. Que je puisse t'aider. Oui. Et cette fois-là, vous avez été recousu? J'avais été recousue. J'ai fait 5 jours à l'hôpital. Et je venais faire mes pansements après. Parce que j'ai abrégé mon hospitalisation parce qu'il n'y avait pas l'argent pour payer. Et, étant donné que, même la visite n'est pas venue. Pendant tout ce temps, elle n'est pas venue. Il y a un collègue seulement qui me rendait visite. Oui. Bon, alors, j'ai dû parler à ce monsieur-là, le médecin. Et puis, il m'a dit, est-ce qu'il n'y a pas moyen de partir? C'était 2 ans après notre mariage. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de partir? Oh, là, j'étais perdue parce que là, j'étais quand même mariée. J'étais en mariage. Bon, en réalité, je ne sais pas si j'aimais être là ou si j'étais prise comme ça. Oui, j'étais prise comme ça. Que vous étiez. Voilà. Après ça, vous avez quand même vous échappé de là. Et puis, vous avez quand même pu sortir de là. Oui, j'ai pu sortir 3 ans plus tard. Ça n'allait vraiment pas. J'étais déjà malade. Ça n'allait vraiment pas. Et j'ai dû un jour, parce que j'étais seule, j'étais restée seule à la maison, tout le monde était parti, donc j'étais abandonnée. J'étais abandonnée. Et là, un jour, ma petite soeur m'a appelée, une de mes soeurs m'a dit, mais attends, qu'est-ce que tu fais là-bas? La personne qui t'a amené là-bas n'est plus avec toi. Mais qu'est-ce que tu fais là? C'était comme un déclic. Un déclic, oui. C'était comme un déclic. J'ai dit, non, mais attends, j'attends parce que la rentrée, c'est bientôt. Elle m'a dit non. Et puis plus tard dans la soirée, les enfants du monsieur que j'ai élevé m'ont appelé. Ils m'ont dit, mais maman, pars de là, protège ta vie. Non, on ne veut pas on a perdu, mais on ne veut pas te perdre aussi. Pars de là, tu n'as rien à faire là, nous on ne revient plus. Nous on est partis, on ne revient plus. Et là vous êtes parti? Là je suis partie. Alors, et puis, c'était dans 2015 par là, en 2015 par là, et entre-temps, vous avez aussi été diagnostiqué. Oui, ça c'est... Il a été diagnostiqué aussi que j'ai un cancer. Je crois que c'est en 2013. Donc c'est avant que je parte. Et je pense que c'est mon état de santé qui a fait que tout le monde est parti. Bon, je ne parle pas des enfants, c'est-à-dire, attends, mon époux est parti, il n'habitait plus chez nous. Oui, il venait de temps en temps comme s'il venait se balader. Et donc il habitait ailleurs. Bon, maintenant, je commence à avoir des malaises, je commence à ne pas aller bien. Et maintenant, pendant certains viols, je saignais. Après des rapports sexuels. Oui, je saignais, j'avais du sang, mais je me disais que c'était peut-être parce que c'était des viols, mais en réalité, c'était un problème. C'était un problème qui se signalait. Et puis un jour, j'étais allée essayer de me laver les cheveux. En me levant, j'ai tellement saigné, subitement, j'ai tellement saigné qu'on a dû me porter pour me ramener chez moi, la coiffeuse. Alors, je suis allée voir le gynécologue qui m'a donné un traitement pour stopper les saignements. Il m'a dit de revenir après. Et quand je reviens, il m'a fait ce qu'on appelle PCV. Il voulait me pratiquer un PCV. Et puis, il était un peu surpris. Il m'a dit, mais attends, tu n'aurais pas fait un curettage par hasard? Mais je lui ai dit, non, je n'ai jamais fait de curettage. Il m'a dit, bon, ok, on va te prescrire un examen. On m'a prescrit un frottis cervical. Il s'est avéré que c'était un cancer utérin au stade 1. Ah. Et au stade 1. Stade 1, c'est plutôt bien. Oui, ça avait l'air bien, mais sauf que j'étais touchée parce que j'avais déjà d'autres problèmes de santé. Oui. Donc, les médecins, c'était Médecins Sans Frontières, ils ont suggéré de me faire une radiothérapie que j'ai acceptée parce qu'on avait dit qu'il fallait m'opérer. Et puis, j'ai eu un avis d'un autre médecin qui m'a dit de ne pas citer, étant donné que j'ai fait un AVC, d'éviter au maximum les anesthésies. Donc, j'ai fait la radio et après, le mariage s'est dégradé, je suis partie. Et puis, au niveau de la santé, comment ça va? Comment se sont faits le traitement? Aujourd'hui, je dirais que je vais bien. Je vais bien parce que je suis autonome. Je suis autonome, c'est-à-dire on ne me porte pas. Je ne fais pas des choses forcément par des gens. Je peux m'alimenter toute seule. Je peux aller cuisiner si je veux. Et je peux aller à l'hôpital de mes propres pieds. Donc, je dirais que ça va plutôt mieux. Bon. Vous avez subi des chimios? Oui, j'ai subi ma première chimio. J'ai subi 4 séances en 2020. Pendant le confinement, j'étais confinée et j'étais en chimio. Et dernièrement, en septembre de l'année dernière, il y a eu une récidive.
J'ai recommencé avec ces saignements-là et tout. Et puis c'était abondant où j'ai dû acheter encore. Notons que je suis en ménopause depuis 3 ans, donc c'était quand même hors de question que je saigne comme ça. Donc j'ai revu le médecin et puis il y avait une récidive. On m'a remis en chimio, donc j'ai repris les chimios en novembre. Ma dernière chimio datait du 22 avril dernier. Oui. Et chez vous, ça s'est plutôt passé comment, les chimios? C'était compliqué. Je remercie Emilienne, ma fille. Oui. Ma pupus, comme je l'appelle. Oui. La pupus, c'est beaucoup de personnes. Je l'appelle ma pupus sans connaître, sans qu'on sache qu'on avait le même problème. On s'était rencontrés sur les réseaux sociaux. On a sympathisé, le coup fait passer. Et de temps en temps, on pouvait aller grignoter quelque chose. On se voyait, on échangeait. C'est aussi que vous êtes relax, vous êtes ouverte, vous êtes... Oui, oui. Tout en soleil. Oui. Il y a quelqu'un qui m'écrit et qui me dit, tout ça pour elle, elle est très forte et elle paraît bien dans sa peau. Oui, je suis plutôt bien conservée. Oui. Parce que j'essaie de faire tout ce que les médecins, les conseils, je suis. Strictement, j'essaie vraiment de suivre strictement les conseils. Et maintenant, le problème qui s'est d'abord posé, c'était le problème financier. Il y a ce problème financier, il y a ce problème de banalisation de ton cas, c'est-à-dire quand j'annonce à certains proches que bon voilà, on m'a dit que j'ai un cancer, j'annonce avec un sourire, mais je vois qu'on ne fait aucun commentaire dessus, après je me retracte. Et après, je reviens à la charge quand je dis, bon, on m'a prescrit une chimio. Après, je me retrouve à aller seule à l'hôpital. Je dis, mais il n'y a même pas. Alors là-bas, je vois des familles qui accompagnent les autres, mais je me dis, mais là, je suis seule. C'est en train de se remuer dans ma tête. Mais j'essaie de tenir le coup parce qu'il faut que j'avance. Bien sûr. Bon, maintenant arrive le moment où on te fait tes factures. Il faut payer. Il faut payer. Ah oui, on me dit chaque mois il faut 350 000. Bon, je suis restée silencieuse. On m'a laissé là, on a commencé à s'occuper des autres. Et après, le médecin est revenu. Il m'a dit, attends, est-ce que tu es prête? Je lui ai dit, bon, je ne sais pas. Si je suis prête, je ne sais pas. Bon, voilà, il m'a dit, bon, il faut que tu ailles voir l'assistance sociale parce que là, je pense qu'il faut qu'on t'aide. Parce que qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je dis, mais je me débrouille, je fais à manger, je vais devant un bar. Pour le moment, parce que j'ai une santé réduite, où je ne peux plus faire des choses comme je faisais avant. Donc là, il m'a été apporté quand même une aide, c'est-à-dire sur 350 000, et je devais payer 230 000. Donc l'assistance sociale a pris en partie et le reste. Mais là, c'était encore énorme pour moi parce que qu'est-ce que je gagne pour faire ça, prendre en charge. Oui. Et puis, il y a ce volet stigmatisation. Vous êtes passé par ça des fois? Ah, beaucoup. À chaque étape de mes problèmes de santé, je suis passée par là. Et je vais commencer par l'AVC. Quand j'ai eu l'AVC et quand j'ai commencé à parler un peu, on m'a dit que j'étais allée tremper les mains. Et c'est qu'on m'a frappé parce que j'ai trempé les mains. Ou alors j'ai bouffé l'argent de quelqu'un, la personne m'a frappé. Pourtant, j'ai fait un AVC. Bon, maintenant, au niveau du VIH, là, c'était un peu plus... Parce que j'ai été vraiment stigmatisée, j'ai été vraiment... Mise à côté, carrément. Oui, carrément. C'était pas facile. Aujourd'hui, c'est plus ça. Non, c'est plus ça. C'est plus ça. Au contraire, le fait qu'on ait divulgué mon statut m'a donné un coup de pouce parce que là, je peux parler librement. Bon, ce que les autres pensent ne m'intéresse pas. Ah, donc il y a des gens qui ont divulgué votre statut? Oui, il y a des gens qui ont divulgué. J'étais dans un quartier où on guettait quand je passais, on me huait. Et on me dit, CDN, oui, et que CDN, tu es venu ici pour tuer les gens. Oui, j'ai vécu ça. J'ai vécu ça dans ce quartier-là. J'ai dû déménager même à un moment donné. En fait, je ne condamne pas les personnes qui ont divulgué. Je pense que ça partait d'une bonne intention. Oui. Mais sauf que quand on a déjà dit à une tierce, ça va aller de bouche à oreille. C'est ce qui s'est passé en fait. Ça a eu un effet contraire à ce que les autres, les personnes pensaient. Et même en entreprise à l'époque? Oui, même en entreprise parce que j'ai essuyé un licenciement abusif. J'ai essuyé un licenciement abusif où j'avais envoyé une collègue récupérer un téléphone dans mon sac. J'ai oublié qu'il y avait ma boîte des ARV dedans. Mais qui a vu, et puis ça a commencé à se murmurer au point où un responsable de l'entreprise a sorti une fiche de santé où il fallait cocher les noms des maladies que tu as. Alors j'ai couché le palu et tout ce que j'ai couché, j'ai sauté la case VIH. C'est moi qui étais chargée, parce que j'étais directeur commercial, et chargée d'aller déposer les fiches dans son bureau. Le lendemain, quand il est venu, il m'a appelé. Il m'a dit non, on va me remplir cette fiche comme il faut. Moi, je suis restée muette. Il m'a dit non, va cocher les cases qu'il faut cocher. Alors j'ai compris qu'il était au courant. Je suis allée, j'ai coché, je suis revenue lui donner. Alors on m'a déchargé de mes tâches. Je venais au bureau, je restais sans rien faire. C'est des autres qui... En fait, on envoyait d'autres personnes faire mes tâches à ma place. Ça commençait à mentalement me diminuer. Étant donné que la restauration, c'est l'une de mes passions.
Et puis, je ne pouvais plus sortir pour déposer les prospects dans les entreprises comme d'habitude. Et après, maintenant, il s'est installé cette autre forme de stigmatisation qui veut qu'on ait trop pitié de toi, qu'on fasse tout pour que tu sois bien alors que tu n'en as pas besoin puisque je n'étais pas malade. On m'a donné des repas à 50%. On m'a donné des bouteilles d'eau gratuites. Que désormais, on a fait une réunion uniquement pour ça, pour dire à tout le personnel que désormais, madame, elle prend ses crudités à 50%. Elle ne paye pas. Elle ne paye pas l'eau. C'est donc vous n'aviez pas besoin. J'avais pas besoin. Je travaillais un peu, j'avais un petit salaire et puis j'assumais. Et puis un jour, on m'a appelé, on m'a dit, bon voilà, on va te donner un congé de 2 semaines. Et puis, vous avez fait vos plats à part. Oui, on l'a fait, voilà, justement, c'était cette étape. On a pris des gobelets, des assiettes. Parce que je pouvais entrer en cuisine pour faire mon omelette et rentrer manger dans mon bureau. Mais là, c'était plus possible. On a mis mes initiales sur des trucs qu'on a posés dans mon bureau. Comme pour me dire que je ne pouvais plus entrer, même, je n'entrais plus en cuisine, je ne pouvais pas entrer. La chef de cuisine de l'époque me l'avait dit. Au départ, elle ne m'a pas dit pourquoi, mais après, elle m'a dit non, on a dit qu'il ne faut pas que tu contamines les choses, que les gens vont manger, les clients, mettre les clients en danger. Et puis après, bon, on m'a donné ce congé forcé, là, j'ai dû accepter parce que je n'avais pas pu faire autrement. Et quand je suis revenue 2 semaines après, mon poste était occupé. Mon poste était occupé, je n'avais pas de travail. Mais c'était sans ignorer la lionne que vous êtes. Oui, je suis rentrée. Puisque je suis restauratrice, j'ai commencé à vendre de la nourriture dans une école. Oui. Pour tenir. J'ai aussi une brave dame. Michel Ngoumou, je vais citer son nom parce qu'elle m'a accompagnée. Tata Michel. La Tata Michel. Elle m'a tellement. La Tata Michel que vous connaissez. Ah, d'accord. Elle m'a fait, j'allais chez elle. Il y avait des moments où quand elle m'appelait, elle me disait comment est-ce que ça va, est-ce que tu as, parce qu'à l'époque on achetait le traitement, on payait le traitement. Est-ce que tu as de quoi? Elle m'a donné parfois même de l'argent pour que j'achète mon traitement. Donc Tata Michel n'est pas seulement une belle personne, elle est une belle âme. Elle est une belle âme. Voilà. Elle est une belle âme. Alors, je vais permettre de souffler un peu. Oui. Vous êtes tout simplement extraordinaire parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de m'écrire et même sur la page Facebook de l'émission, vous tapez intime conviction au pluriel, donc vous mettez un S à intime, S à conviction, vous défilez sur la page, vous postez votre commentaire en rapport avec le thème de ce soir. Donc il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent et qui s'étonnent de ce que le petit bout de femme que vous êtes arrive à porter tout cela sur ses épaules. Et puis tout ce qu'on va faire, c'est pas vous apitoyer sur votre sort et tout ça, mais si vous aidez à voir le monde positivement, à voir le monde de façon ensoleillée. Je me dis quand on est tombé vraiment et on est dos au sol et qu'on n'a pas une main qui est tendue, on doit faire un effort de se relever. Alors j'ai cultivé ça, je me suis dit que je devais vivre, surtout que je pensais à mes enfants. Je me disais que je veux les voir grandir, je veux voir mes petits-enfants à un moment donné. Et je pensais à mes parents, à ma mère. Donc j'avais beaucoup de motivation en fait. Voilà. Là, on va donner la parole à une personne qui a été votre... qui est la personne aussi qui vous tient la main parce que vous marchez ensemble. Vous, on attend de super résultats. Oui. J'en parle en souriant parce que c'est sûr qu'il y aura de bonnes nouvelles. Parce qu'en avril, vous avez passé votre dernière chimio et bah, on attend que ce soit 100% des résultats négatif, que maintenant... que vous puissiez sourire encore à la vie. Ah oui. Alors, il y a Daniel aussi. Daniel, c'est pas encore... on n'a pas encore eu le résultat total, n'est-ce pas? Bon, chez moi, c'est tout le contraire. Moi, je fais une récidive. Donc, du coup, mon cancer, il est irréversible. Donc, je dois apprendre à vivre avec. Comment ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne vais pas guérir, mais je peux vivre avec si je suis les consignes. Qui vous a expliqué ça? Parce que la dernière fois, on était à 85%. Qu'est-ce Oui, j'ai fait un gros stress après. Et en faisant du sport, j'ai eu un incident. Il y a quelqu'un qui m'a heurté. Donc ça a créé encore un autre souci que je ne savais pas. J'ai banalisé, je ne suis pas allée à l'hôpital. Il m'a amené à l'hôpital, mais on n'a pas fait les examens qui étaient prévus. Et puis je me suis retrouvée à saigner. Et du coup, j'ai appelé maman Lucie pour lui dire que là où on est arrivé au niveau où les résultats sont arrivés 3 semaines après du centre Pasteur qui ont dit que mon cancer est irréversible.
Donc j'avais la zone utérine qui était métastasée. Les métastases se sont encore comment on dit, multipliées, étendues. Donc j'ai une alimentation et je suis dans des compléments alimentaires et des médicaments pour un suivi vraiment à longue durée. Quoique j'ai de l'espoir, je sais que je vais remonter la pente. Je ne baisse pas les bras. Donc c'est vrai que c'est un peu gênant parce que quand tu restes longtemps assise, longtemps debout, tu as des écoulements, tu as des douleurs et tout, c'est pas évident. J'ai envie de vous faire un câlin. Je suis très loin de vous, mais peut-être la main. Je souris parce que vous aimez ça. Vous souriez à tout. Emilienne, on peut sourire parce que avec elle, elle le dit vous le dites sur vos pages, sur vos posts sur les réseaux sociaux. Il faut sourire à la vie. Il faut sourire à la vie et j'ai décidé de vivre et je voudrais donner de la joie à tout le monde. Bravo, oui. Donc c'est un peu ça. Donc, surtout que récemment, vous avez eu aussi... Oui, récemment, j'ai aussi eu ma grande sœur qui est décédée du cancer du sein. Ça n'a vraiment pas été facile pour la famille parce que c'est un coup très dur. C'est notre aînée, c'est l'aînée de beaucoup de petits-fils à notre grand-mère. Et vous n'avez pas pu l'accompagner comme il se doit. Et c'est pour ça que je voudrais aujourd'hui dire à tout le monde de ne pas avoir peur de la maladie, d'en parler. Donc, essayez de trouver quelqu'un avec qui vous pouvez discuter. C'est très important. Moi, j'ai vu ma soeur partir. Quand je suis arrivée à l'hôpital, c'était vraiment plus ça. Parce que quand les métastases arrivent à vous paralyser, à ne plus pouvoir marcher, c'est pas évident. C'est pas évident de remonter la pente parce que même quand on dit qu'on vous fait un test de biopsie, ça prend 3 semaines avant que les résultats n'arrivent. On peut vous demander d'être sous traitement, on peut vous demander d'être sous radiothérapie, de commencer les chimios. Le résultat n'est pas encore là pour savoir à quel stade vous êtes, pour donner effectivement le bon protocole pour vous. Parce qu'on va tâtonner là et ça fait en sorte qu'on perd beaucoup de patients. Dépister à temps, on sauve des vies. C'est le cas Dépister à temps, on sauve des vies. Moi, j'ai fait un déni et c'est pour ça que j'ai dit depuis janvier 2025 que je suis pour la sensibilisation. Nous sommes prêtes à aller dans les hôpitaux, à demander qu'on diminue le prix des examens. C'est pour ça que nous sommes dans l'association Stand Against Cancer. Et franchement, pour vous dire, les frais des examens, c'est pas donné. Parce que dans certains centres, on trouve à 12 000, dans d'autres, on trouve à 15 000, dans les laboratoires, c'est 25 000. C'est pas donné. Et c'est pas tout le monde qui a les moyens ou les chances que nous avons eues d'être debout aujourd'hui. Donc, on voudrait vraiment un accompagnement pour ça. Oui, un accompagnement de quel ordre? Ordre psychologique et financier, surtout financier. Et amener les familles à comprendre que le cancer n'est pas mystique. À comprendre que le cancer n'est pas une maladie contagieuse. Non, c'est pas le karma. Non, ça existe réellement. Et parmi tous les cancers les plus sournois, le cancer du col de l'utérus, c'est celui qui est le plus sournois. Parce qu'avec le cancer du sein, tu te rends déjà compte qu'il y a une boule. Par contre, avec le cancer du col de l'utérus, comme ça, c'est un peu à côté d'un virus à IST, tu peux te dire que non, c'est une IST, alors qu'au fond, c'est pas ça. Daniel, vous êtes en train de parler, je vous regarde, je n'écoute pas vraiment ce que vous dites parce que on vous a reçu il y a quelques semaines et on avait espoir que... Oui. Moi, je veux même pas, parce qu'on n'est pas dans la tristesse, moi, je veux pas vous amener dans ce registre-là parce que... Non, j'ai dit que je ne veux pas pleurer aujourd'hui, je ne veux pas pleurer. Pas du tout. Oui. Et je regarde, je dis, c'est une survivante, elle a de l'énergie à revendre. Et je sais que encore plus, dès demain, vous allez encourager encore. Moi, je ne comprenais pas pourquoi vous ayez encore... Exactement. J'avais compris, justement, j'avais compris que beaucoup n'avaient pas compris pourquoi je me suis relancée encore fortement dans la sensibilisation. Et dans un de mes posts, j'ai dit que j'ai fait un cancer, j'ai récidivé. Et mon cancer est irréversible. C'est un peu très compliqué parce que lorsque le médecin vous annonce que vous devez apprendre à vivre, parce qu'il faudrait comprendre comment vivre avec. C'est très difficile. Dans notre contexte. Oui, dans notre contexte, c'est très difficile. Si tu n'as pas un travail, si tu n'as pas du soutien.
Franchement, je me demande bien comment certains patients arrivent à s'en sortir. Bravo déjà à votre employeur qu'on ne connaît pas, mais ça, je suppose qu'un bravo. Un bravo. Parce que certainement, il va falloir souvent prendre des permissions. Oui, des permissions pour aller faire la consultation, pour aller faire des visites, pour aller faire ses séances de radiothérapie, pour aller faire les chimios. Et je dis merci à la dame qui a payé mes 24 séances d'ostéopathe. Auprès du laboratoire, auprès du cabinet du docteur. Ne donnez pas le nom du cabinet parce que ça fait publicité. D'accord. Alors, ce qu'on va